Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Dernièrement se tenait le AAAS, le colloque annuel de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Cela se déroulait à Boston, au Massachusetts. Et dans ce climat politique actuel, il était très intéressant de feuilleter les présentations des colloques scientifiques. Fausses nouvelles et sciences ouvertes figuraient au programme. Lorsqu'on parle de fausses informations, qui faut-il cibler? Les médias sociaux, les journalistes, nous-mêmes? Et comment apprendre à séparer le bon grain de l'ivraie? Autre sujet d'actualité, la science ouverte progresse partout. Nous vous en avons souvent parlé ici. Pourtant, l'Université McGill et plus particulièrement l'Institut neurologique de Montréal a décidé d'aller plus loin encore, devenir le premier établissement d'enseignement au monde de sciences ouvertes. Son directeur a été présenté cette initiative ambitieuse à ses confrères américains. En ces temps de fermeture et de repli identitaire de nos voisins du Sud, nous ne pouvions pas manquer de vous en parler. Nos journalistes, Britt Pochet, était présente au colloque scientifique américain. Elle a rencontré Dominique Brossard, la directrice du département de communication scientifique à l'Université du Wisconsin, qui lui parlait de fausses nouvelles, de médias sociaux et de cerveau. Donc dans votre conférence, vous avez abordé les fausses nouvelles et leur définition en soulignant qu'il y a une ligne très floue en fait entre des informations créées de toutes pièces et un mauvais travail journalistique en ce qui a trait à la science. Puis moi, je pense particulièrement à la santé et à la nutrition. Oui, effectivement, c'est, je pense, un problème que nous voyons de plus en plus dans la façon dont on discute ces nouvelles fausses. C'est le fait que, particulièrement dans le contexte scientifique, il est difficile d'établir une ligne très claire entre ce qui est une fausse nouvelle et ce qui est quelque chose qui, en fait, a été simplifié dans le but d'écrire une nouvelle pour les lecteurs qui soit simple et facile à digérer. Et donc, dans le cas de la santé, c'est qu'il est plus facile de donner des certitudes que montrer toutes les subtilités liées à une étude scientifique. Puis quel impact est-ce que ça a envers le public de faire tout ça? Le problème, c'est que si vous avez particulièrement un titre d'une nouvelle scientifique qui dit, par exemple, comme c'est passé récemment, que la vitamine D va être la cure de tous les rhumes que vous pouvez rencontrer, effectivement, c'est quelque chose qui est appétissant et donc qui va potentiellement pouvoir être partagé de manière très fréquente sur les médias sociaux. Potentiellement, effectivement, les lecteurs qui prennent à la lettre quelque chose qui est en fait incorrect. Et pour les journalistes, est-ce que c'est important de faire la distinction entre toutes ces catégories de fausses nouvelles? C'est important de faire cette distinction parce que je pense qu'on retourne vers cette tendance qu'on a à vouloir simplifier. Donc, c'est-à-dire, il est simple de dire, oh, regardez, je veux dire, il y a les fausses nouvelles et les bonnes nouvelles. Il y a donc les scientifiques, il y a le public, etc. Donc, la réalité est beaucoup plus complexe. Et donc, cette simplification à outrance, si vous voulez, nous conduit à éviter de reconnaître les problèmes et à essayer de trouver des solutions concrètes pour ces problèmes qui puissent se rencontrer dans le contexte de la communication scientifique. À mon avis, il faut être réaliste, il faut se dire qu'est-ce qui marche pas. Avons-nous des données empiriques, des sciences sociales qui nous aident à répondre à ces problèmes, mais éviter d'être simpliste et dire c'est juste des fausses nouvelles ou des bonnes nouvelles. On vous parlait de simplification, ça entraîne aussi une dichotomie. Donc, et s'il y a dichotomie, est-ce qu'il y a aussi un risque de polarisation? Est-ce que c'est ça qu'on voit dans l'écosystème actuel des fausses nouvelles? Écoutez, moi, à mon avis, ce problème des fausses nouvelles, en tout cas quand on le remet dans le contexte du monde scientifique, est un faux problème. Communication scientifique
est complexe. Je dirais il y a des acteurs multiples entre les politiques, les scientifiques, les journalistes, les organisations qui font des travaux de recherche, les publications scientifiques, etc., etc. Donc c'est très complexe. On a eu beaucoup travaillé, mes collègues et moi-même, à essayer d'attaquer cette complexité et d'essayer de montrer quelle est la réalité en fait de ce contexte et quels sont les moyens que l'on peut utiliser pour combattre potentiellement la polarisation, etc. Si on repart sur un aspect simpliste de fausses nouvelles ou journaliste, on revient à zéro, on revient à 10 ans en arrière en disant regardez, c'est juste, il nous faut juste communiquer la bonne information et tout va bien aller. Nous savons que ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que les individus, vous-même et moi-même, ne voulons pas investir beaucoup de capacités intellectuelles à toujours être en train de digérer ce qui se passe autour de nous de manière rationnelle. Nous faisons ce qu'on appelle des court-circuits mentaux pour utiliser aussi peu de capacités intellectuelles que l'on peut, etc., etc. Donc, nous devons continuer dans cette ligne à essayer de comprendre cette complexité pour pouvoir communiquer de manière plus efficace et éviter de cette simplification qui, en fait, retourne en arrière à ce qu'on pensait il y a 20 ans de la communication scientifique. Par exemple, le modèle du déficit. Exactement. Donc, il suffit juste de bien expliquer au public quelle est la science derrière cette étude et tout ira bien parce que ce sera des nouvelles réelles et non pas des nouvelles fausses nouvelles. Comme vous avez dit, nous avons appelé ça le modèle du déficit scientifique et il est clair que ce n'est pas en s'attaquant de cette manière à la communication scientifique que nous allons éviter des problèmes de polarisation et des problèmes d'information incorrecte. Et si on revient au thème de la conférence, donc qui était fausses nouvelles à l'ère des médias sociaux, est-ce que ce sont les médias sociaux qui sont les coupables de la diffusion de toutes ces fausses nouvelles et puis de l'attrait qu'on a? Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est toujours, il semblerait que nous voulons toujours trouver un coupable. Alors le coupable, c'est soit le journaliste qui fait pas son travail, soit l'organisme scientifique qui a donc qui essaye de vendre l'étude par disons un communiqué de presse qui serait un peu trop flamboyant. Soit les journaux scientifiques qui ne font pas leur travail de critique de ces études. Ben à la fin, encore, si vous réfléchissez, en fait, les coupables sont multiples et variés, mais à la fin, le vrai coupable, c'est la psychologie humaine. Les êtres humains, nous sommes complexes, nous avons une façon d'analyser les informations qui sont purement des processus psychologiques. Donc, ce n'est pas les médias sociaux, ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas les journalistes. C'est très simple. La coupable, c'est la psychologie humaine. Vous avez aussi parlé donc de la difficulté de communiquer les risques. Il y a de plus en plus de scientifiques qui prennent les médias sociaux, les blogs, etc. pour partager la science avec le public. Pourtant, vous avez pointé donc l'importance de le faire correctement et puis principalement dans la communication du risque. Oui, et donc je suis une défenseuse en fait de cette participation et donc j'encourage effectivement les scientifiques de parler avec le grand public dans différents contextes, mais aussi je suis réticente à vouloir les encourager sans avoir une formation pour le faire de manière adéquate. La communication du risque est compliquée. Nous avons un processus qui s'appelle l'amplification sociale du risque et les scientifiques eux-mêmes pourraient participer à cette amplification sociale du risque s'ils ne se rendent pas compte ou n'avent pas de connaissances en fait des sciences sociales qui les aideraient à communiquer de manière plus adéquate. Par exemple, le problème le majeur que nous pouvons voir, c'est donc prendre pour acquis l'audience qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire de se dire je comprends quelle est la perspective de ce public et donc je vais adresser cette perspective alors qu'en fait peut-être qu'ils sont complètement en train de manquer le coche. Adresser une perspective qui va en fait amplifier et qui va fâcher en fait ce public parce que donc
par un manque de respect, si vous voulez. Donc, je pense qu'il est très important pour les scientifiques qui veulent participer à cette communication scientifique de se renseigner, de prendre des cours, et donc il y a un nombre d'universités maintenant qui proposent des cours virtuels ou des cours d'été, etc. Mais vraiment, il faut qu'ils fassent attention. Parce que sinon, le public va comme de nouveau se polariser sur les choses qui sont mises en valeur par le scientifique en question. Exactement. Et par exemple, il y a une étude qui a été publiée il y a quelque temps dans le journal Pediatric, je crois, qui attaquait la question des vaccins et comment pouvons persuader donc des personnes qui ne veulent pas vacciner leurs enfants qu'il faut les vacciner. Et cette étude a montré qu'en fait, en communiquant des aspects scientifiques à ces personnes, en fait, on les mettait encore plus réticentes à vouloir vacciner leurs enfants. Donc en fait, cette enquête, ça revient à ce modèle du déficit, si vous voulez. Et donc, il faut faire attention. Quelle serait une solution pour améliorer la littératie scientifique et puis l'esprit critique du grand public? Puis on peut aussi penser à l'esprit critique des enfants, puisque c'est eux qui vont former la génération de demain. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a aussi l'esprit critique des scientifiques qui communiquent. Je veux dire, donc je pense qu'il faut éviter de penser des scientifiques et le grand public. J'ai utilisé ce terme à tort d'ailleurs, parce que je pense que nous-mêmes scientifiques, nous avons aussi nos biais, et donc quand on parlait de la coupable, c'est la psychologie humaine. Nous-mêmes les scientifiques, nous appliquons les mêmes court-circuits mentaux lorsque on analyse les informations. Mais pour en revenir à cet aspect d'éduquer, si vous voulez, ou d'enseigner cet aspect critique, je pense qu'effectivement, il faut avoir une approche qui commence très tôt, au moment du jardin d'enfants, ou je veux dire l'école primaire, ou même au collège, etc. Parce que c'est quelque chose, si vous voulez, qui culturellement s'apprend, le fait que l'on puisse écouter l'autre et avoir un respect pour l'autre point de vue, et de se rendre compte que les points de vue, en fait, il n'y a pas un bon point de vue et un mauvais point de vue. Il y a un nombre de points de vue, particulièrement quand on pense aux sciences controversées, les aspects éthiques et moraux, etc. Donc, Julie Quarro, qui était ma co-présentatrice dans mon panel à la conférence, a donné quelques exemples d'études qui montrent qu'effectivement nous pouvons enseigner l'esprit critique aux enfants en leur montrant comment des nouvelles peuvent être crédibles ou non crédibles, etc. Donc, je pense qu'il faudrait intégrer dans les curriculums éducatifs, dans les écoles primaires, etc., cet aspect de ce que j'appelle la digital literacy, qui en fait n'est pas vraiment enseigné en ce moment-là. Les éducations médias et même je veux dire, en allant plus loin, cet aspect que l'on peut écouter d'autres qui ont un autre point de vue, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas aux États-Unis, n'est pas très présent dans le milieu éducatif. Puis donc vous faites partie d'un groupe de recherche qui s'appelle Science Media and the Public. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les travaux de ce groupe? Nous nous intéressons d'abord à la diffusion des nouvelles scientifiques dans les milieux sociaux, et quelle est la nature de la conversation qui tient place en ayant une approche qu'on appelle de big data. Essayer de comprendre pourquoi certains thèmes deviennent controversés et quelles sont donc ces différentes composantes de la conversation qu'il faut prendre en compte si on veut participer de manière critique à cette conversation. D'autres types de recherches, par exemple, se sont focalisés sur l'effet des commentaires sur les blogs scientifiques et comment ils peuvent influencer la perspective du public, et je crois d'ailleurs que j'ai déjà parlé dans cette émission de ce type de travaux. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire, et si vous voulez, quelque part, il faut plus de recherche empirique, et nous sommes un des rares groupes qui a effectivement mobilisé les efforts pour attaquer cette communication scientifique au niveau de l'Internet. Donc j'espère que d'autres vont joindre nos forces dans le futur. Merci.
rejoignons le directeur de l'Institut et hôpital neurologique, le Dr Guy Rouleau. Bonjour. Bonjour. Vous étiez récemment aux États-Unis à la conférence Triple ES pour présenter une expérience de 5 ans que le neuro a entrepris, devenir plus transparent et plus ouvert. Expliquez-nous. Oui, alors nous sommes une combinaison hôpital et institut de recherche. Et dans notre domaine qui est la neurologie, la neuroscience, les connaissances avancent pas très vite. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux traitements et on n'a pas les succès qu'ont nos collègues cardiologues, oncologues. Et on s'est mis à penser comment est-ce qu'on peut accélérer le pas. Et on est arrivé à la conclusion, inspiré de le logiciel libre, qui est le mouvement là, de logiciels que tout le monde connaît. Et on a pensé si on rend toutes nos données et toute l'information publique rapidement, et si on diminue les barrières là, pour collaboration, comme par exemple éviter les brevets et les licences, on pourrait accélérer le pas. Et c'est essentiellement ça qu'on a discuté à l'interne pendant un bon bout de temps. On est arrivé à la conclusion qu'on devrait faire ça. Et l'idée, c'est que quand on génère des données, souvent on en génère beaucoup, et on demande nos questions, mais d'autres gens peuvent demander d'autres questions, donc beaucoup plus de connaissances peuvent en sortir. Mais généralement, personne n'a accès. Donc, si on donne accès, d'autres gens vont être capables de faire des études basées sur nos informations. Le deuxième, c'est que souvent, les choses se font en cachette ou quelqu'un le fait et ne partage pas. Donc, c'est doublé. Il y a 2 personnes qui le font, 3 personnes, 4 personnes. Il y a même des instances où la même chose a été faite 8, 10 fois. Donc, une grosse perte d'énergie, d'argent. Oui, donc, c'est ces 2 avantages-là là, que nous voyons. Oui, vous avez une vision ambitieuse, devenir le premier établissement d'enseignement au monde de sciences ouvertes. Comment on fait ça? Est-ce qu'il y en a d'autres, des établissements à travers le monde qui veulent faire ça aussi? Ben, il y a aucun autre établissement qui l'a fait et qu'on sache, il n'y a aucun autre établissement qui s'est engagé à le faire. Ceci dit, il y a beaucoup d'institutions et d'organisations qui nous regardent et puis ils sont très intéressés là, de voir comment que ça va fonctionner. Alors, je pense qu'éventuellement, ça va bien aller. Oui, mais concrètement, comment on fait ça? Comment on devient le premier établissement de sciences ouvertes? C'est vraiment un processus interne où on travaille pour convaincre les gens, éduquer les gens, considérer les différents scénarios, voir comment est-ce qu'on ferait dans différentes situations. Et puis, c'est un processus qui a duré 1 an et demi, des focus groups, du travail interne, toutes sortes de différentes choses comme ça. Et à la longue, tout le monde a compris les avantages de ce que l'on veut faire. Et puis, on a fini avec un vote unanime pour adopter la science ouverte. Et puis, on a adopté 5 principes. Le principe de 1, c'est on rend les données immédiatement disponibles et l'information. 2, on encourage nos partenaires de faire pareil. 3, on fait pas de brevets. 4, on crée une biobanque que nous allons rendre ouverte à tout le monde. C'est une biobanque avec échantillons de patients. Et le 5e, c'est l'autonomie. Donc, s'il y a des gens qui veulent pas ou qui veulent adopter quelque chose d'autre, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est libre. Donc, parce que c'est libre, il a fallu convaincre les gens pour adopter le principe. Oui, ça c'est la science ouverte. On pense souvent donc au libre accès aux données ouvertes, un peu moins à la biobanque ouverte. Comment vous allez rendre la biobanque ouverte par, je suppose, l'Internet? Est-ce que vous allez... Oui, absolument. Et l'Internet, c'est très important. On n'aurait pas pu faire ce qu'on va faire ou on est en train de faire sans l'Internet. Alors, la biobanque, oui, toute l'information clinique, l'information d'imagerie, l'information génétique, génomique
d'informations de psychologie, de parcours clinique, et aussi quel échantillon que nous avons et accès aux échantillons va être tout sur l'Internet. Oui. C'est quelque chose qu'on a une grande participation, une collaboration des patients qui comprennent ce qu'on veut faire et qui sont très d'accord à rendre leur information disponible. Ceci dit, c'est tout fait là, avec le comité d'éthique qui est impliqué et la dénominalisation. Donc, ça se fait dans l'ordre et la science de comment bien faire là, pour protéger les gens, mais les gens, ils sont partants. Les patients sont partants parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aider. Ils veulent trouver des solutions. Ils s'inquiètent pour leur famille, ils s'inquiètent pour eux. Donc, les patients sont très, très ouverts aussi, c'est ça, parce qu'on se demande comment ce virage peut accélérer la recherche et la découverte de nouveaux traitements pour les patients avec des maladies neurologiques. Bien, la réalité, c'est que notre succès limité à développer des nouveaux traitements, c'est parce que le cerveau est compliqué et nous ne comprenons pas les maladies. Donc, vraiment, l'essentiel pour trouver des nouveaux traitements, c'est de comprendre les maladies. Et une fois qu'on a compris les maladies, ou les comprend mieux, là, on peut développer des traitements ciblés. Et notre stratégie, c'est d'accélérer la découverte et la compréhension des maladies. Et puis là, une fois qu'il y a une meilleure compréhension, là, il peut y avoir des médicaments ciblés qui vont être développés. Alors, c'est ça le principe. Oui. Quels sont les principaux défis de cette ouverture, de devenir un établissement de sciences ouvertes? Mais le plus gros défi, c'était le changement de culture. Parce que c'est vraiment une notion différente de ce qu'on a été éduqué ou ce qu'on nous disait de faire il y a même 10 ans, là, ou 15 ans. Donc, le changement de culture, ça a été un processus interne quand même qui a pris un bon bout de temps, 1 an et demi. Ça, c'est probablement le plus gros défi. Le deuxième, c'est vraiment la mécanique de comment rendre disponible des pétabits d'informations pour que ça soit utile. Hein? Alors, on peut mettre l'information là, mais il faut que ça soit interprétable, utilisable et tout ça. Ça, c'est un gros défi. On a dans notre programme une facilité ou une infrastructure pour le criblage des médicaments dans les maladies neurodégénératives. Donc, ça aussi, développer toutes les méthodes et toutes les façons de valider des molécules sur des cellules humaines. Ça aussi, c'est un grand défi. Alors, je dirais, ça, c'est les défis principaux. Oui. Je devrais ajouter que, comme vous avez dit, c'est une expérience qu'on fait là, pour 5 ans. Il y a aussi un groupe qui est un peu à l'extérieur de sciences sociales, qui sont en train de regarder qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mesurer nos succès et nos faillites. Donc, on travaille avec eux en tant qu'eux, ils nous disent qu'ils veulent qu'on acquiert ces genres de données-là, là, A, B, C, D, E. On acquiert les données et là, eux autres, ils peuvent mesurer, ça a bien marché, ça a moins bien marché, ça n'a pas marché du tout. Et je pense que c'est un aspect intéressant et unique de notre aventure. Le virage, hein? Oui, pour apprendre de l'expérience. Là, vous en êtes où? Vous êtes à l'époque des chantiers, de la mise en place de tout ça? Oui. C'est vraiment, c'est le chantier. On a la biobanque est commencée, mais à petite échelle. Alors, il faut augmenter l'échelle. Le criblage, il est commencé pour quelques maladies et quelques tests, mais il faut augmenter. L'infrastructure informatique est pas encore opérationnelle, mais est en train de se construire. Donc, on est vraiment dans le chantier là, de construire les affaires. Oui, l'Europe et le Japon ont adopté des programmes nationaux pour soutenir la science ouverte. Est-ce que nous pouvons imaginer la même chose ici? Oui, le gouvernement fédéral est
très favorable à la notion de la science ouverte et provinciale aussi. Nous avons eu notre ouverture en décembre et puis le premier ministre Trudeau est venu pour l'ouverture. Donc, c'est un signe que, au moins au niveau politique canadien, ils sont d'accord. C'est sûr que la notion de la science ouverte est très populaire maintenant et est en train d'être adoptée par plusieurs organismes et plusieurs pays, ce qui est une très bonne chose. Et je pense que on est dans le tas, si vous voulez. Là, on fait comme beaucoup d'autres gens, mais on est la seule institution, puis on va un peu plus loin que n'importe qui d'autre, là. Mais c'est sûr que ce qu'on fait s'inscrit très bien dans une tendance mondiale de plus partager et d'être plus ouvert. Oui, vous avez été récemment donc à Boston pour le colloque américain. Là, chez nos voisins américains, est-ce qu'on peut imaginer la même chose, surtout avec le contexte politique un peu particulier qu'on connaît? Je pense que si on regarde le NIH, le National Institute of Health, et puis des fondations comme le Kavli, le Gates, eux, ils sont tous très intéressés dans ce qu'on fait. Eux ont des politiques de sciences ouvertes aussi. Donc, je pense que certainement le peuple ou les scientifiques américains sont plutôt favorables. Mais c'est sûr que la politique maintenant n'est pas idéale pour que ça vienne. Oui, alors, c'est ça. Ce virage-là, hein? Ouais. Entendu. Ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie du directeur de l'Institut et de l'hôpital neurologique, le docteur Guy Rouleau. Merci. Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore toujours en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et nous suivre évidemment sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois